au départ, c'est toujours le pétrole. Le premier ministre de Mossadegh a nationalisé le pétrole parce que les anglo-saxons exploitaient le pétrole, les Iraniens n'avaient rien. Comme ça se passe aujourd'hui en Afrique, tu t'imagines, tu as du pétrole, les gens viennent l'exploiter et tu as 8% de ton propre pétrole. Le même chemin est là aujourd'hui dans beaucoup de pays africains où les gens se tapent en poitrine que oui, ils ont gagné, ils sont les plus malins, les plus intelligents. Non, vous n'êtes rien. Parce que quand quelqu'un te donne seulement 8% de ta propre richesse, donc Mossadegh est venu, il a nationalisé le pétrole iranien. Et qu'est-ce que les Américains et Anglais ont fait? Ils l'ont assassiné. L'heure tourne. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés sur l'échiquier mondial. Nos analystes décryptent ce qui pourrait être un tournant décisif pour le continent. Échiquier africain. Actualité africaine en temps réel. Abonnez-vous pour les coups de maître. Washington, Téhéran, Jérusalem, trois capitales, trois puissances et un siècle de confrontation qui semble aujourd'hui atteindre un point de non-retour. On nous parle souvent de pétrole, de nucléaire ou de dômes de fer, mais derrière les images de missiles et les discours de l'ONU, une réalité est trop souvent passée sous silence, l'Afrique. Pourquoi une crise dans le détroit d'Ormuz fait-elle trembler les économies de Lagos à Nairobi? Comment le continent africain des décennies durant est-il devenu le terrain d'une guerre de l'ombre entre les services de renseignement israéliens et l'influence idéologique iranienne? Et surtout, comment la diplomatie américaine contraint-elle aujourd'hui les États africains à choisir leur camp entre héritage de la lutte anticoloniale et impératif de sécurité nationale? De la chute du Shah en 1979 aux accords d'Abraham, nous allons analyser comment ce bras de fer entre les États-Unis, l'Iran et Israël redessine malgré lui la carte géopolitique et économique de l'Afrique au plateau cette semaine. USA, Iran, Israël, un siècle de tension au prisme des intérêts africains. C'est le thème du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions. Les États-Unis, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été ennemis. Que nous prenions en considération les époques, je ne veux pas retourner au Moyen Âge européen, puisque au Moyen Âge européen, il y a eu beaucoup d'interactions entre les zionistes, n'est-ce pas, ceux qui étaient les zionistes, et l'empire perse des Sassanides. Et les Américains et les Britanniques également ont beaucoup interagi plus tard avec l'Iran qui est réduit à la petite portion de l'Iran d'aujourd'hui, puisque l'Iran renvoie à l'empire perse. Il faut aussi faire remarquer que l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran zoroastrien, qui a une identité théocratique claire. L'Iran d'aujourd'hui a été islamisé grâce à la campagne arabe qui a commencé au 7e siècle et qui a d'ailleurs islamisé le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe, presque toutes les îles allant jusqu'en Sicile, en Espagne. Et ce même islam a islamisé l'Iran, toute la péninsule arabique. Et donc l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran des Perses d'autrefois. Et l'Iran d'aujourd'hui est rentré dans la géopolitique américaine depuis la Première Guerre mondiale. Vous savez que lors de cette guerre, il y a eu comme une conjonction entre les Soviétiques et les Britanniques qui ont occupé l'Iran pendant une période avant que la dynastie des Shahs, notamment avec le Shah Reza Pahlavi et toute sa suite, n'ait été mis en place officiellement par les Britanniques et les Américains. Effectivement, vous le dites, l'Iran n'est pas en conflit avec les États-Unis. L'Iran n'est pas non plus en conflit avec l'empire anglo-saxon. L'Iran est aujourd'hui en conflit avec les zionistes, le zionisme politique. Le zionisme politique qui est représenté par Israël. Et maintenant, que vous voulez comprendre, vous pouvez vous demander comment se fait-il que le fameux triangle Israël, Iran, États-Unis, très lié à l'époque, soit aujourd'hui devenu des puissances en conflit. Il y a eu, vous l'avez dit, la révolution de 79, où l'islam d'Iran a pris le pouvoir, notamment le chiisme. Les musulmans chiites qui sont en majorité en Iran, je pense autour de 90 à 95% des Iraniens, au début c'était l'élite iranienne, mais à la fin, avec l'arabisation intense, l'islamisation, les populations iraniennes se sont islamisées. Et donc l'islam va dépasser en Iran
toute la portion des autres religions qui sont minoritaires. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, ces religions minoritaires sont représentées au Parlement. Je rappelle que l'Iran est une théocratie islamique qui est régie par la charia et par d'autres textes accessoires qui tournent autour du corpus islamique connu. Et l'islam est aujourd'hui le plus grand pays, je veux dire l'Iran, le plus grand pays du monde musulman, qui est armé, le pays le plus armé du monde musulman. Il y a l'Indonésie, avec ses 220 millions d'habitants, tous les musulmans, mais l'Indonésie n'a pas la puissance militaire de l'Iran. Il y a le Pakistan. Le Pakistan dispose de l'arme nucléaire sous le contrôle de l'Empire britannique et américain. Il faut nuancer la question nucléaire au Pakistan. Et en plus, l'arme nucléaire, c'est un secret de Polichinelle. Personne n'utilise l'arme nucléaire, c'est pour la dissuasion. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, les technologies à hydrogène et autres lasers qui sont plus avancées sont les armes qui sont utilisées, même lorsqu'elles ne sont pas conventionnelles. Mais l'arme nucléaire, elle est entre virgules, si vous voulez, vous acceptez qu'on le dise, une arme de la dissuasion qui sanctuarise votre territoire. Maintenant, il y a également d'autres pays comme le Nigeria qui ont environ 110 millions de musulmans, mais même le monde arabe où se trouve le fameux lieu saint des musulmans, il ne possède pas la puissance de frappe iranienne. La Libye, qui était un pays un peu fort, un peu armé, s'est détournée elle-même, n'est-ce pas, du monde arabe en se retournant vers le monde africain. Donc l'Iran est devenu aujourd'hui, en 2025, 2026, la pointe, le fer de lance du monde musulman, de l'islam. Donc il faut percevoir le changement de régime en 1979 comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'Empire khazar, peut-être après je reviendrai, qui a adopté le judaïsme Yikening sans aucun passé, brusquement, pour se protéger contre l'impérialisme byzantin et l'impérialisme arabe. Donc les Iraniens vont choisir l'islam pour se positionner contre le sionisme politique. On savait que d'un jour à l'autre, il y aurait eu un conflit majeur entre Israël et l'Iran. Et les États-Unis sont la patrie mère d'Israël. D'ailleurs, Israël, c'est le 51e État des États-Unis. On peut le dire ainsi du point de vue idéologique. Et les États-Unis et l'Israël donc rentrent en conflit. Les États-Unis n'ont pas le choix. Il y a Marco Rubio qui disait, il y a de cela quelques jours, que en fait, les Américains ne veulent pas rentrer en guerre contre l'Iran et ne seraient pas en guerre contre l'Iran. Ce qui est très surprenant. Mais sachant que Israël allait frapper et considérant tous les intérêts américains dans la péninsule arabique, dans le Moyen-Orient, les États-Unis étaient obligés d'accompagner l'Iran. L'Israël. D'accompagner Israël. Et surtout pour protéger les pays du Golfe avec lesquels les Américains ont des accords de défense contre l'histoire des pétrodollars. Voilà comment les Américains expliquent leur proximité avec Israël. Donc il faut considérer que c'est Israël et l'Iran qui sont en conflit. Pourquoi ce conflit? Où ce conflit finira-t-il? Quel est l'objectif stratégique derrière le conflit? Peut-être on y reviendra, parce que ça ressemble à la première guerre dite mondiale, à la deuxième guerre dite mondiale, dont on avait eu l'impression que l'objectif était d'une part de mettre au pas le Second Reich, l'Empire austro-hongrois, et d'autre part d'arrêter le nazisme. Mais on découvre qu'il y a d'autres objectifs stratégiques derrière ces guerres. Donc, la deuxième guerre, son objectif stratégique, c'était l'installation du pays Israël au cœur de la Palestine. La première guerre a été lancée pour déconstruire 3 empires centraux. Et d'ailleurs, les empires centraux à déconstruire ne sont pas finis sur la liste du projet mondialiste tenu par les anglo-saxons, en particulier les Américains. Quand vous parlez de la paix, il n'y a pas de paix. Ceux qui veulent vivre en paix, je crois qu'il vaut mieux qu'ils quittent le monde physique, la dimension physique, qu'ils meurent déjà. Parce que ici, c'est la guerre. Ici, c'est la belligérance, c'est les conflits continus. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que certains ont appelé la fin de l'histoire. La fin de l'histoire serait le moment où il n'y aurait plus de conflits. Toutes les poches de résistance à l'ordre mondialiste seront matées. Il n'y aura donc plus rien. Vous voyez que nous sommes au cœur d'une histoire très longue. Parce qu'il y a la Russie qui constitue une cible. Ils n'ont pas pu résoudre le cas russe. Déjà en 1943, ils n'ont pas résolu. La Russie a pu dominer, a pu maîtriser les nazis.
Et ils vont reporter la confrontation contre la Russie durant toute la guerre froide. Et bien que la Russie ait donné l'impression qu'on l'a mise à terre en 90, elle revient encore dans les années 2000. Et au-delà de la Russie, ce qui fait peut-être plus peur, c'est la Chine, qu'ils voudront aussi peut-être décomposer. Je ne sais pas par quel moyen et quand est-ce qu'ils le feront, mais nous sommes dans une histoire où des agendas stratégiques se transmettent de génération en génération. On est sur une histoire longue, si je veux paraphraser Fernand Braudel, qui parlait donc du temps long en histoire, les grands cycles. Voilà un peu comment on peut expliquer la bascule qu'il y a eu au XXe siècle entre l'Iran pro-américain et l'Iran anti-zioniste.